pris un axe qui est en fait celui qui a été repris dans un document qui a été publié par SINA, dont on va parler, donc autour de 5 leviers de sobriété énergétique. L'idée, c'est de parler de choses réalistes, de terrain, voilà, peut-être à beaucoup plus petite échelle que ce qu'on a pu entendre précédemment. Mais pourquoi je fais ça? Parce que alors, je fais très bref sur la présentation, donc je m'appelle Pascal Lenormand. Je dirige une structure que j'ai cofondée il y a quelques années qui s'appelle Incube. Et je considère qu'aujourd'hui, mon métier, c'est d'aider les organisations et les gens à se libérer de ce que j'appelle l'addiction généralisée à l'énergie. Je considère que l'énergie est un truc tellement bien et qui nous fait tellement d'effets qu'on a une relation un peu dysfonctionnelle, donc qu'on peut aborder sous l'angle quasiment de l'addiction. Donc aujourd'hui, je travaille à travers une structure qui s'appelle Incube. Le sujet n'est pas que j'approfondisse beaucoup, mais globalement, on fait et de la formation et de l'expertise. Et un troisième volet, qui est très en lien finalement avec le monde du cinéma, qui est de dire, on a un enjeu culturel sur les questions énergétiques, il faut là aussi finalement fabriquer des nouveaux imaginaires. Donc on travaille beaucoup à écrire et à diffuser via de la vidéo qu'on essaye de faire en basse résolution, en plus basse résolution, de l'écrit beaucoup sur justement la manière, le fondement culturel de notre relation à l'énergie. Alors on a différents domaines d'action, je vous les esquisse juste parce qu'on va les retrouver un petit peu et peut-être ça vous aidera à mieux voir les axes qu'on a pu creuser dans cet accompagnement. On a quelques spécialités, disons, autour de tout ce qui n'est pas bien réfléchi, pas facile à manipuler avec les outils classiques de l'énergétique et de la thermique des bâtiments. Typiquement la surchauffe, qui est un sujet, une espèce de serpent de mer qu'on se traîne depuis au moins 25 ans et qui est très mal pris en compte par les réglementations énergétiques et qu'on se prend là actuellement particulièrement fort depuis quelques années. Et puis c'est un sujet qui va continuer à monter malheureusement. On travaille aussi sur ce qu'on appelle une méthodologie d'audit quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audit quantique? C'est jamais que de se dire, on ne peut pas aborder certains bâtiments comme ici le Petit Palais à Paris ou des bâtiments très patrimoniaux, des bâtiments avec des usages un peu particuliers, voire très particuliers. Et je mets le cinéma dans la catégorie de l'usage particulier. On ne peut pas les aborder avec les outils, encore une fois, habituels qui ont été dimensionnés globalement pour du bâtiment de bureau, d'école ou de logement, parce que c'est trop atypique. Voilà. Donc on s'est vraiment spécialisé sur ces choses-là. Et cette spécialisation amène un format qui est celui dont on va parler ici, qu'on a appelé les reprises en main. D'où elles viennent ces reprises en main? En fait, elles viennent d'un constat qu'on fait en particulier depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis en gros le déploiement du mot sobriété énergétique finalement, qui est sorti un peu du cénacle des geeks de l'énergie pour se répandre, en tout cas en France, dans l'ensemble des discours. On a constaté qu'il y avait certains enjeux à former des professionnels du bâtiment et de l'énergie, typiquement les architectes, les bureaux d'études, etc., mais qu'il y avait également un enjeu majeur à outiller les gens qui ne sont pas des professionnels ni du bâtiment ni de l'énergie, mais qui sont confrontés ou qui subissent des sujets énergétiques. Typiquement, dans notre cas, des exploitants de cinéma. Quand j'exploite un cinéma, ce n'est pas mon boulot de piloter des chaudières, de régler le chauffage, d'optimiser les consommations. C'est pas a priori mon métier, sauf que il y a bien un moment où il faut payer les factures. Il y a un moment où on me demande éventuellement de faire des efforts de sobriété énergétique, etc., etc. Donc je suis confronté à ces sujets-là, et malheureusement, il y a peu d'outillage pour ces gens-là. Voilà. Et c'est en particulier le cas dans le milieu de la culture, qui a été particulièrement impacté par toutes les difficultés énergétiques des dernières années. Et donc, on s'est mis à développer ces démarches qu'on a appelées de reprise en main, alors qui peuvent avoir un volet de terrain qu'on appelle des audits participatifs. Ici, vous avez quelques images. Alors, celle-là, ce n'est pas des cinémas. C'est des salles de musique actuelles. En haut à gauche, c'est un musée. En bas, c'est un studio d'enregistrement. Dans l'idée de se dire, les professionnels de leur secteur peuvent aussi, et devraient, et d'ailleurs on va voir qu'ils ont grand avantage à le faire,
s'imprégner de démarches énergétiques qui peuvent s'apparenter à un audit. Donc c'est pour ça qu'on fait des audits en groupe, avec des groupes homogènes de professionnels de tel ou tel secteur, pour permettre justement de s'immerger dans le sujet, de pouvoir reprendre en main les lieux. Et donc une variante de ça, ça a été ce travail qu'on a fait donc avec Sina, que je tiens encore une fois à saluer, à remercier de cette aventure qui a été vraiment un truc de pionnier. Hein. Alors je crois qu'il y a aussi dans la salle, si je ne me trompe pas, peut-être des cinémas qui ont participé à ce travail, donc qui s'est déroulé, c'était il y a 1 an environ, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Je parle sous leur contrôle, ils feront peut-être mon nom de la tête si je dis des bêtises. L'idée, c'était quoi? Si je fais vraiment très simple, en schématisant un peu, mais pas tant finalement, c'était de creuser des hypothèses, ce qui était à l'époque des hypothèses, qu'on pouvait faire ce qu'on a appelé un coaching sobriété qui était 100% distanciel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur site et de faire de la formation traditionnelle, on peut dire, pour faire quelque chose. Et que l'idée, justement, c'était de se dire, on peut faire dans ce travail à distance quelque chose autour de, d'un côté, lever les freins à la sobriété énergétique, puisque du coup, il n'y avait pas de question de travaux là-dedans, et qu'il y avait des gisements immédiats qu'on pouvait aller chasser sous ce format-là, pour peu qu'on arrive à guider les participants. On voulait travailler à la fois sur les problèmes divers, dont on parle beaucoup, parce qu'on parle de... Là, en plus, on est en sortie d'hiver, donc on a encore le cerveau câblé facture, chauffage, il fait froid, etc. Mais bon, rapidement, on va passer peut-être dès le week-end prochain sur des problèmes de surchauffe et des problèmes d'été, qui sont également des problèmes énergétiques qui peuvent être massifs. Et donc, on avait l'idée de travailler sur ces 2 sujets à la fois. Et vraiment, l'idée, c'était de se dire, pas seulement parce que c'est chouette et important et urgent, mais également pour des raisons plus systémiques autour de ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'engagement, on voulait autant que possible chercher des résultats qui soient massifs, qui soient immédiats, qui soient... Alors j'utilise du coup le terme addictif parce que en fait il peut y avoir des bonnes addictions entre guillemets, c'est-à-dire que si j'obtiens rapidement des résultats et que je les obtiens par moi-même, en fait je me sens compétent, je me sens en mesure d'agir, et ça c'est un vrai chemin de sobriété. Et puis donc des résultats sans travaux. Voilà. Donc ça c'était les hypothèses. Et ce que je vais vous présenter, c'est quelques résultats ont été synthétisés dans ce très chouette document qu'a publié Sina pour résumer en fait les grands thèmes, les grands axes autour desquels on considère qu'il est profitable de se concentrer en premier dans le cadre des cinémas, parce que ça résume un peu les grands enjeux qu'on a pu observer. Voilà. Alors, donc ces 5 grands sujets, voilà, je vais les balayer rapidement et puis après on pourra en discuter. Le premier grand sujet, c'est ce qu'on appelait le zonage. En fait, alors, c'est pas spécifique au cinéma, on le voit également ailleurs, mais dans le cinéma, on a vraiment quelque chose de particulier qu'on va voir juste après. Qu'est-ce que c'est que faire le zonage? C'est faire le travail de se dire, regardons ce qui se passe, à quel moment et quels sont les besoins en service, en ce qu'on appelle en service énergétique. Et pour ça, il y a toujours 3 axes, le temps, l'espace et le niveau de service. Donc, savoir à quelle heure il se passe quelque chose, par exemple dans le hall de ce cinéma, une grande partie du temps il ne se passe rien, puis à certaines heures il se passe quelque chose, et il faut regarder ces 2 situations. Il y a l'espace, toutes les pièces, un cinéma, ça n'existe pas en fait. Le bâtiment cinéma, on dit parfois le bâtiment, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma? C'est un collage, une juxtaposition de différents espaces dans lesquels il y a des usages particuliers. Et puis, à chacun des endroits, il y a des exigences en niveau de service que l'on peut ajuster en fonction justement de ce qu'on y fait et des contraintes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire le zonage. Et il y a vraiment un cas typique qu'on peut citer, il y en a d'autres bien sûr, quand on travaille sur la salle elle-même ou sur les salles, le sujet est différent, mais il y a un cas qui est typique des cinémas, plus globalement des lieux de culture et des bâtiments qui accueillent du public, c'est le hall et la banque d'accueil, qui est vraiment un espace embêtant, c'est-à-dire que tant qu'on le considère comme un espace, justement, on s'en sort pas. Le cas classique que tout le monde connaît, c'est
le hall dans lequel tout le monde se caille et il y a des grands courants d'air, et là, derrière la banque d'accueil, derrière le guichet, il y a quelqu'un qui, tant bien que mal, essaie de se débrouiller parce que, ma foi, il faut bien être là, et que parfois c'est le bureau également, et donc on y est plusieurs heures et on se débrouille avec des soufflants et des trucs, et ça se passe pas très bien. Voilà. Donc le hall est vraiment très emblématique du type de problème énergétique qu'on a à résoudre, et un des axes pour le travailler, c'est de se dire, mais en fait, il y a une expression que j'aime bien, que les gens nous donnent souvent, qui est de dire, nous on a un hall qui est inchauffable. C'est souvent le cas des halls d'ailleurs, ils sont souvent inchauffables. Eh ben, c'est une bonne idée quand quelque chose est inchauffable de ne pas le chauffer. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on peut commencer à travailler. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est, si je schématise, la plupart des gens qui passent dans le hall, ils s'en fichent un peu, ils ne font que traverser pendant quelques minutes. L'enjeu, c'est quoi? C'est le confort des gens qui sont derrière. Et donc, le problème qu'on a à résoudre, c'est comment fabriquer du confort pour des gens qui sont à un endroit précis dans une certaine activité, dans un grand espace qui est finalement beaucoup plus grand que ce qui les concerne réellement. Voilà. Et là, on a des gros enjeux, parce que si on arrive à travailler ce truc-là, et on arrive à le faire, eh bien, on arrive à faire basculer le hall d'une certaine manière dans la famille des espaces non chauffés. Donc on gagne parfois, pas toujours, ça dépend de la taille des cinémas, mais on peut gagner de très grandes surfaces et des très grandes plages d'utilisation en se disant juste, on n'a pas besoin de gérer l'ambiance thermique de ce hall, sous réserve qu'on le gère à certains endroits spécifiques. Donc cette histoire de zonage, elle permet ça. Je donne un petit corollaire de ce thème qu'on a vu il y a moins longtemps. On identifie très bien qu'il y a en fait un enjeu autour de la progressivité thermique des espaces. C'est-à-dire que le cas typique, c'est je viens de l'extérieur en période froide, donc je suis habillé, j'ai mon bonnet, etc. J'arrive dans un hall qui est chauffé, et puis, peut-être parce qu'il y a eu une démarche de sobriété, j'entre dans une salle de projection qui est peut-être plus fraîche que le hall. Alors si je fais ça, qu'est-ce que je fais en fait? J'accentue la sensation de fraîcheur du public quand il entre dans la salle. C'est-à-dire que le hall a une fonction de préparation thermique, en fait, et qu'il va envoyer un message, et qu'il va plus ou moins faciliter la manière dont on va vivre l'ambiance dans la salle de projection. Donc ça aussi, cette réflexion-là, ce travail de zone et de progressivité, qui va induire telle ou telle réaction de satisfaction ou pas des publics, elle est permise par le zonage, par le fait de comprendre ce qui se passe à quel endroit, quand et à quel endroit. Voilà. Donc, premier grand thème, le zonage, pour comprendre ce qui doit se passer à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment. Deuxième grand sujet, la mesure. Alors souvent la mesure, c'est un truc plutôt technique, plutôt pour les techniciens, pour les amoureux de l'énergie. Ce dont on parle là, et ce avec quoi on a travaillé, c'est une mesure qui est d'un autre ordre. Elle découle du fait de se dire, en fait, la performance, au sens large, c'est toujours, on a toujours une notion entre j'en ai beaucoup par rapport à ce que ça me coûte. Voilà. Quelque chose qui est performant, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction et qui ne me coûte pas beaucoup. Quelle que soit la manière dont je définis la satisfaction et dont je définis ce que ça me coûte. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur le fait de commencer à faire de la mesure? Parce que la mesure, c'est ce qui permet d'objectiver et de créer des liens de cause à effet. C'est-à-dire de se dire, OK, je vais vérifier en tournant tel ou tel bouton, en tournant le thermostat, est-ce que je baisse effectivement les températures? Mais mesurer avec mon thermomètre dans la salle ou sur une chaise. Est-ce que j'économise effectivement de l'énergie si j'éteins tel ou tel machin? Vous voyez, je crée un lien de cause à effet. Et ce qui est frappant là-dedans, c'est qu'en général, quand on les a pas toujours, parce que, on va en parler juste après, il y a quand même un contexte, il y a de nombreux cinémas qui, d'une certaine manière, ne sont pas chez eux, donc ils n'ont pas toujours accès aux factures. Mais bien souvent, le meilleur suivi qu'on ait, c'est un suivi mensuel des factures. On ne peut rien faire avec un suivi mensuel de factures. Ce n'est pas une mesure qui nous permet d'agir. Nous permet de compter nos sous et de dire, avec 3 mois de retard, que on paye trop cher, il s'est passé quelque chose, etc. Mais on ne peut pas agir. Donc il nous faut un autre type de mesure. On a une chance. Alors, on a pu expérimenter un petit peu. Je vous ai mis ici un exemple d'un cinéma dans le 79. En fait, des mesures, il y en a déjà, bien souvent.
Même si ce n'est pas très pratique, parfois il suffit d'aller lire sur un compteur, voir quand on a un peu de chance, d'obtenir la collecte des données, parce que Enedis collecte ces données. Et là, on commence à voir des choses très intéressantes. Parce qu'on peut voir, par exemple, dans ce cas-là, que, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle un talon. Le talon, c'est la valeur en dessous de laquelle ça ne descend jamais, y compris quand c'est fermé. Un talon, normalement, dans un cinéma, ça devrait être nul. Voilà. Quand il n'est pas nul, alors il y a un problème. Alors là encore, on s'en tire bien, il n'est pas très gros. Hein. Alors, on a des salles de spectacle dans lesquelles le talon représente jusqu'à plusieurs dizaines de milliers, voire de la centaine de milliers d'euros par an. De rien, d'énergie consommée pour rien. D'accord ? Ça sert à ça la mesure. Ça sert à faire le lien entre ce que j'observe et ce que ça devrait être. Donc, mettre en place une forme de mesure, même très rustique, même très artisanale, c'est quelque chose de fondamental parce que ça va me permettre d'être réaliste, de ne pas être sur l'imaginaire, justement, de dire, OK, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que je vais dans le bon sens ou je ne vais pas dans le bon sens? Troisième sujet, on entre dans un sujet un peu plus technique, mais il est vraiment massif, c'est tout ce qui est autour de la maîtrise de l'air. Alors, maîtrise de l'air, souvent on parle renouvellement d'air au sens ne pas être asphyxié. Bien. Si on prend un peu de hauteur, ce sur quoi je pense qu'il faut vraiment insister, c'est qu'on hérite, là, aujourd'hui, en 2024, d'environ 70 ans d'une philosophie thermique, énergétique, qui repose en tout cas sur ce type de bâtiment, ce type de locaux, sur le traitement de l'air. C'est-à-dire que c'est arrivé post-Seconde Guerre mondiale, avant ça n'existait pas, on ne faisait pas comme ça, de se dire, bien, on a des grands volumes, et eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des grosses machines avec des gros ventilateurs pour pousser de l'air chaud ou pousser de l'air froid, et c'est ça qui va nous fabriquer des ambiances agréables. Donc ça, vraiment, vous l'avez dans tous les grands volumes. La salle de cinéma est un grand volume. Hein. Si vous regardez le volume de gens par rapport au volume de pièces, c'est pas grand-chose. Et globalement, ce truc-là marche très mal. C'est-à-dire, à la base, c'est pas une stratégie très intelligente pour fabriquer du confort. Il faut brasser beaucoup d'air, brasser beaucoup d'énergie. Et tout le monde sait que souffler de l'air chaud, c'est quand même pas très agréable. Voilà. Mais avant même d'aller sur le questionnement de la stratégie, ce qui est immédiat avec ça, c'est qu'à partir du moment où on se dit ces lieux sont pilotés avec des centrales de traitement d'air, les fameuses CTA, alors beaucoup de choses tournent autour de ces fameuses CTA. Ce sont vraiment les organes centraux, parce que c'est eux qui renouvellent l'air, c'est eux qui poussent l'énergie dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est vraiment très frappant, pas que dans le cinéma, mais entre autres dans le cinéma, c'est que dans le monde réel, tout cela est dans un niveau comment je vais dire, tout cela fonctionne très mal. Voilà. À un niveau entre médiocre et consternant. Alors, des exemples, on en a toutes les semaines. Et il n'y a pas de différence. On était il n'y a pas longtemps vers le Louvre. Je ne vais pas dire exactement où, mais on a trouvé exactement dans des locaux prestigieux autour du musée du Louvre, exactement les mêmes problèmes que dans le cinéma de la Souterraine où j'habite, qui est un cinéma à une salle de province. Voilà, si vous connaissez la Souterraine, vous voyez de quoi je parle. Ce sont les mêmes. Et en fait, il y a vraiment je mis trio gagnant, c'est un peu ironique, c'est que rien qu'en se focalisant sur les machines, ce qu'on trouve quasiment tout le temps, c'est des équipements en mauvais état. Celle-là, c'est une grosse CTA qui dessert entre autres un cinéma. Alors, il n'est pas dans Nouvelle-Aquitaine, celui-là, mais le cas est classique. Et il y a ici, par exemple, un petit moteur qui s'appelle le registre d'air neuf, qui contrôle à quel point on envoie de l'air neuf ou de l'air renouvelé. Ce truc-là est cassé. Voilà. Et en fait, il est cassé depuis assez longtemps, hein, c'est assez classique, ce qui fait qu'on ne change pas les mélanges. Et globalement, juste pour ce moteur qui n'est pas changé, on impacte de 30, 50, peut-être 70% la consommation d'énergie. Voilà. Ces machines sont en général en mauvais état, plutôt pas très bien maintenues. Elles sont pilotées par des organes de pilotage qui sont inadaptés. Ça, c'est le tableau du cinéma de la Souterraine, par exemple. Ici, il y a le bouton, je ne sais plus où il est. C'est celui-là, je crois. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. À côté des deux boutons bleus allumés, c'est censé être le truc
qui pilote la centrale de traitement d'air. Évidemment, ça ne marche pas, ça ne régule pas, etc. Et tout ça, donc ces équipements qui sont inadaptés, mal entretenus, défectueux, ils sont en plus au service d'une stratégie qui est globalement pas efficace, qui est celle de brasser de l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière générale, quand on commence à mettre le nez dans les CTA, et aujourd'hui je considère que c'est quasiment une constante, on a, rien qu'en reprenant la main là-dessus, 30 à 50% de gisement immédiat sur les consos d'énergie, c'est-à-dire d'élec et de chauffage, sans quasiment faire de travaux, parfois sans faire de travaux, juste en touchant les boutons, parfois en faisant des petits travaux de l'ordre de la maintenance. C'est massif. Voilà. Je le mets néanmoins après la mesure. Il faut d'abord mesurer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on met la mesure avant le travail sur l'air? Parce que si vous obtenez des gisements massifs, c'est tellement incroyable ce que je vous raconte, peut-être qu'il y en a, alors, ceux qui m'ont déjà entendu savent, ils sont prévenus, mais ceux qui n'ont pas vu ça peuvent être surpris. C'est tellement incroyable qu'il faut avoir mis de la mesure avant pour prouver ce qu'on raconte. Donc on met d'abord de la mesure, puis on agit. Le quatrième thème qu'on a creusé, c'est tout ce qui est autour du confort, c'est-à-dire de la fabrication du confort. Le postulat derrière ça, alors pour le public comme pour les gens qui travaillent, le postulat derrière ça, c'est de dire la sobriété énergétique n'a jamais pour objectif d'économiser l'énergie. C'est une erreur de l'aborder de cette manière, c'est une erreur conceptuelle et méthodologique, c'est le plus sûr moyen de ne pas réussir. Le meilleur moyen de réussir, c'est de remarquer, on n'a pas trop le temps ici d'approfondir, que tout ce qui est le travail de la sobriété tourne autour de savoir fabriquer du bien-être pour les gens concernés d'une manière intelligente. Si on sait fabriquer du bien-être d'une manière intelligente, alors il y aura par conséquence des économies d'énergie. Mais le faire à l'envers, c'est-à-dire typiquement dire la sobriété, c'est baisser les consignes de chauffage et débrouillez-vous pour vous tenir au chaud en mettant des pulls et des plaids, ça, c'est contre-productif. Donc en fait, le thème sur lequel on travaille et sur lequel on a travaillé, c'est de se dire, voyons ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être en particulier du public. Et ça nous permettra d'alléger la contrainte et d'alléger la demande sur les services énergétiques. Alors je vous mets un exemple. Ça, c'est un exemple qu'on a fait dans une salle de spectacle en formation. On a eu participatif à Strasbourg, mais depuis, j'ai refait l'exercice. Pour vous montrer à quel point, encore une fois, souvent on dit que c'est du bon sens, mais tout ce qui est du bon sens, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quand vous donnez des plaids à des gens, il se passe ça. Tous ces gens ont des plaids. On leur a dit, prenez un plaid et mettez-le pour vous sentir bien. Vous prenez 10 personnes, il y a 10 stratégies différentes. Or, sur les 10 stratégies différentes, il y en a 8 qui sont mauvaises, une qui est pas mal et une qui est très bonne. Ça veut dire que même là-dessus, imaginons que pour fabriquer le confort, on se dit on va distribuer des plaids à l'entrée, comme ici par exemple. Ça ne suffit pas. Il faut faire un discours. Il faut expliquer. Pas expliquer au sens mettez des plaids parce qu'il fait froid dans la salle parce qu'on n'arrive pas à payer les factures. Ça, évidemment, c'est pas un récit très enthousiasmant, mais plutôt tenez, on vous offre un plaid, prenez-le, vous allez vous sentir bien et je vous recommande de le mettre de telle manière. On a aujourd'hui une chargée de culture, une chargée culturelle dans une commune de la périphérie de Bordeaux qui, dans le spectacle vivant, a inclus dans son discours d'accueil, vous savez, en théâtre en particulier, on dit toujours bienvenue à la séance de ce soir, etc., qui dit explicitement aux gens, je vous recommande de mettre le manteau sur vos genoux pour être plus confortable et avoir plus chaud. C'est un levier extrêmement puissant parce que c'est tout petit, ça ne parle que de bien-être et de se mettre confortable. Et en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'améliorer le confort, donc d'alléger la contrainte sur le service chauffage, donc d'aller vers de la sobriété énergétique. Et il y a clairement, puisqu'on aborde la question de l'énergie via le bâtiment, il y a un impensé majeur dans le cinéma, j'en parle là, on n'a pas pu trop le creuser parce que ça touche déjà au matériel, c'est les équipements. Alors le plaid, on peut être considéré comme un équipement, mais je veux surtout parler du fauteuil. Le fauteuil de cinéma, c'est probablement l'avenir des salles de cinéma. Il suffit de regarder dans l'automobile. Depuis qu'on est passé à la voiture électrique, on a arrêté de chauffer de l'air et on fait du chauffage par contact sur les fauteuils. Évidemment, c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus économe, tout va mieux. Okay, peut-être que l'avenir, enfin pas peut-être d'ailleurs, j'en suis convaincu, l'avenir des salles de spectacle en général, c'est également de sortir du chauffage par l'air pour aller vers quelque chose qui est plus proche du spectateur, de l'usager,
probablement par contact. Aujourd'hui, c'est impensé. J'ai pas trouvé d'offre de fauteuil chauffant pour cinéma, par exemple. Voilà. Et le dernier sujet, qui est fondamental, ce qu'on appelle les clés. Vous pouvez rien faire si vous n'avez pas les clés. Vous ne pouvez pas toucher ce bouton-là si vous n'avez pas accès à l'armoire électrique. Et en fait, on a quand même un contexte très particulier, assez spécifique au cinéma, c'est justement que de nombreux cinémas, en particulier les cinémas indépendants, ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas dans leurs locaux. Donc, il y a un vrai sujet qui consiste à avoir l'autorisation, à avoir le mandat, rêvons, avoir une collaboration constructive avec les gens qui, en fait, ont les clés des systèmes de chauffage, des systèmes techniques, etc., pour pouvoir travailler, pouvoir faire évoluer les choses. Sinon, on ne peut pas faire grand-chose. Et ce qui a été fait, alors je mets ces deux exemples dans le cadre du travail qu'on a fait avec Sina. On a identifié un peu tard, Stéphanie peut-être pourra raconter l'histoire, mais Stéphanie Vigier a dû faire un courrier. On a fait un courrier officiel pour les collectivités pour dire, voilà, dans le cinéma, il se passe quelque chose, il y a des expérimentations, on vous demande, s'il vous plaît, de faciliter ces expérimentations pour le bien de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a dû faire ça? Parce que par défaut, il faut le reconnaître, les acteurs de la culture ne sont pas légitimes sur les questions énergétiques. Les gens qui projettent des films, je pousse la caricature, hein. Je suis désolé, mais les gens qui passent des films, pardon, ils n'y connaissent rien en chauffage, en régulation, et je ne vais certainement pas leur donner la main sur le thermostat. Voilà, on part de là. Donc il faut partir. Ok, dont acte. Mais comment est-ce qu'on fait, du coup, si on veut faire ce qu'on appelle une reprise en main, pour donner une partie des clés au moins, permettre aux gens de mettre en œuvre la sobriété qu'on leur demande par ailleurs de mettre en place. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une photo de cet écran pour vous montrer à quel point le monde réel il peut être affligeant. Ça, c'est un cas d'un cinéma, que je ne citerai pas évidemment, sur lequel l'exploitant avait demandé à la commune s'il pouvait, s'il y avait moyen de régler les systèmes techniques. On lui a dit non, non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de système, c'est installé, c'est automatique, etc. Il se trouve que cet exploitant, il sait parler aux ordinateurs, il a fini par trouver que si il y avait un système GTC, quoi, un système pour programmer les systèmes énergétiques, mais que même la commune avait oublié que ce logiciel était là et qu'il pouvait le faire. Donc il s'est retrouvé en fait avec entre les mains le système énergétique des bâtiments qu'il n'était pas censé avoir, mais qu'en plus même la commune avait oublié et n'avait évidemment pas configuré. Voilà. On se retrouve parfois dans des situations ubuesques. C'est ça le sujet autour des clés. Voilà. Ça fait une petite plongée dans le monde réel. J'ai essayé de le faire assez compact pour nous laisser le temps de discuter, d'approfondir selon ce que vous voulez. Je voudrais encore une fois, avant qu'on passe à la discussion et aux questions éventuelles, vraiment remercier et féliciter tous les gens de Sina et les cinémas qui ont participé et qui continuent encore à pousser sur ces sujets-là, parce que c'était vraiment un travail de pionnier et beaucoup de choses en ont découlé, évidemment, qui ont eu un impact pas seulement en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je suis à votre disposition. Je vais peut-être enlever le partage d'écran, peut-être. Hop. Oui. Bonjour. Je voulais juste rajouter ces expérimentations avec un cube et Pascal Lenormand. Il y en a plusieurs qui ont été menées dans la région. Le RIM en a mené une. On en mène une actuellement sur des salles de spectacle avec lui. Et juste, c'est le Rocher-Palmer qui témoignait du fait qu'il a mis en œuvre un certain nombre de ses recommandations sans travaux et qu'il a fait 30% d'économie sur sa facture d'énergie. Je vais vous montrer le rocher de Palmer si vous voulez. Je ne voulais pas le montrer, mais si vous le citez. Bonjour, donc Sébastien Foissoré, donc je travaille au service culture de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Médard-en-Jalles a cette spécificité d'avoir un cinéma qui habite dans les locaux du Carré des Jalles, 8000 mètres carrés. J'étais très intéressé par votre discours autour des CTA, parce que nous, on n'a pas une CTA, mais on en a 7-8. Oui. Et du coup, alors Sébastien complétera peut-être mon témoignage. Sébastien Garroc, qui travaille au cinéma L'Étoile,
qui est en délégation de service public, on a énormément de problèmes sur un bâtiment qui est très, très, très âgé. C'est difficile. Moi, je me suis intéressé, je suis monté sur le toit parce que les CTA sont sur le toit. Donc, je partage votre avis que les personnes du cinéma puissent monter. Et alors, il faut avoir des habilitations parce que grimper sur un toit, parce que savoir quel est le plan des CTA sur un bâtiment qui a subi des rénovations dans le temps. Donc, il faut retrouver le bon plan, quelle est la bonne CTA. Il y a eu des aménagements au sein de certains espaces de ce bâtiment-là. Donc, les CTA sont plus adaptés. C'est un peu l'état des lieux. Quant au fonctionnement, là, on rentre dans du technique, mais je m'y suis intéressé. On a 2 chaudières, une chaudière à bois et une chaudière au gaz. Les chaudières à bois et chaudières au gaz, elles délivrent la puissance qu'il faut et les températures qu'on peut régler. Ça envoie la chaleur dans les CTA qui sont sur le toit. La chaudière à bois est en bas, au rez-de-chaussée. Et en fait, on s'est rendu compte, quand il faisait froid dans certaines salles de spectacle ou salles de cinéma, on cherchait les causes. En fait, c'était des fuites. C'était pas nécessairement les notions de température et de régulateur, c'était vraiment des problématiques techniques. Quand on a voulu, nous, service de la commune, intervenir, on nous a dit surtout pas. Vous avez un contrat avec Engie, vous ne touchez à rien. Si vous touchez, c'est pour vous. Vient aussi, alors peut-être qu'il y a d'autres communes qui sont concernées. On a un contrat avec Engie, donc on ne doit pas agir sur les CTA, on ne doit pas agir sur ces éléments-là. Et la deuxième lame, c'est que, comment dire, au-delà de la gestion, on a un bâtiment qui est d'intérêt métropolitain. Donc en fait, la gestion d'une partie du bâtiment est portée par Bordeaux Métropole. Donc il faut d'abord passer par Bordeaux Métropole pour voir comment Engie va gérer. Donc c'est une mécanique. Enfin, voilà, le discours il est intéressant parce que la donnée énergétique elle est essentielle. On essaie de travailler sur la réduction en installant une chaudière à bois et quand elle tombe en panne, on bascule sur la chaudière à gaz. Mais au-delà de ça, comme c'est du renouvellement de souffle, tout ce qui est sur le toit, on ne peut pas y aller parce qu'il faut avoir des habilitations. Et en plus, on ne peut pas y toucher parce qu'on n'est pas compétent. Mais en plus, c'est garanti par Engie qui dit si vous ne touchez pas nos instruments. Donc c'est une réflexion à apporter sur des règlements d'intervention, sur peut-être dans les marchés, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Voilà. Bonjour Pascal, Sébastien de Saint-Médard. Salut Pichot. Il faut qu'on se rappelle. Je sais. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Sébastien. Pascal est venu au cinéma chez nous. On a travaillé pendant 1 an sur la sobriété dans les salles. J'ai fait partie des cinémas où on a eu besoin de la lettre de SINA pour accéder à certains chiffres. Et au sujet, pour compléter ce que dit Sébastien sur le problème de la CTA, moi je suis monté sur le toit, j'ai pas attendu l'accréditation, l'autorisation en tout cas, et ça faisait un moment qu'on disait qu'il y avait un problème, surtout dans une salle, la salle 2. Il a fallu qu'on arrive à 10 degrés en novembre dans les salles, sans plaid, et que l'élu à la culture s'en rende compte aussi. Pour que les choses commencent à bouger, il a fallu attendre début janvier qu'il y ait une grosse vague de froid pour que là, il y ait beaucoup de chauffage qui tombe en panne dans le bâtiment général pour que Engie se déplace. Là, ils se sont rendus compte que voilà, il y avait des soucis, etc. Nous, on a expliqué qu'on avait des problèmes depuis octobre. Et je ne sais pas si tu te souviens, Sébastien, ce qu'il nous a répondu, non, il n'y a pas de problème. Si, il y en avait. Et il a fallu qu'on se rende compte qu'il y avait un tuyau qui accédait à la salle qui était cassé, qui tenait grâce à une planche en bois, en fait, qui avait pourri. Donc, un problème c'est Engie qui s'occupe de la maintenance, bien sûr. Donc, il y a je dis ça pour mes collègues des autres cinémas ou des autres salles. La légitimité, elle est importante parce que du coup, nous, on nous expliquait qu'on n'avait pas le droit d'aller voir, etc. Sauf que oui, il y a un gros problème et quand on s'en rend compte, on nous dit qu'on n'est pas qualifié pour. Mais on voit des problèmes et, comme l'a dit Sébastien, maintenant, c'est de savoir qui doit gérer ça.
Et le problème à Saint-Médard, c'est que la responsabilité, elle incombe de beaucoup de gens. Et actuellement, on n'a toujours pas la solution, parce que la salle 2 n'a toujours pas de chauffage ni d'air frais. Voilà. J'ajoute un petit complément. C'est malheureusement, on pourrait croire que c'est exceptionnel. C'est le cas normal. Maintenant, vous le savez. C'est en général comme ça. Bon, il est particulièrement marqué chez vous. Hein, c'est bien gratiné chez vous. Il y a deux sujets sur lesquels, pour essayer d'extrapoler un petit peu, il faut insister. C'est le premier, ça peut donner l'impression dans la présentation que j'ai faite que ce qui est important, ce sont les résultats. Et en fait, ce qui était remarquable dans ce travail, et maintenant on essaie de le faire à chaque fois, c'est qu'on se dit toujours, en fait, il y a deux formes de résultats. Le premier résultat, c'est ce qu'on arrive à obtenir. Si on arrive à remettre des choses d'aplomb, diminuer les consommations, très bien. Mais le principal résultat, c'est de se rendre compte des murs qu'on va se prendre. Typiquement, là, la liste qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, allez, on va essayer d'aller voir comment fonctionne la CTA, et ben voilà, on voit. Et ça, c'est le boulot. C'est ça le boulot. Et ça nous amène au deuxième point sur lequel je voudrais insister. Vous en avez parlé. Il y a la question du marché, des commandes, en fait. Ce qui se passe, en fait, dans ce genre de processus, c'est que les utilisateurs ou les exploitants du cinéma montent en compétences. Ils deviennent en fait des acheteurs finalement plus compétents. Ils peuvent embarquer avec eux les services de la ville, qui sont, ma foi, souvent, on en croise beaucoup des collectivités, sont souvent aussi démunis que tout le monde. Ce qui permet de dire, non, c'est bon, il y a un problème, maintenant je sais ce que je veux acheter, et voir, alors là, souvent c'est un peu plus long terme, mais c'est pour ça que de plus en plus on fait de la programmation, c'est-à-dire quand il y a des projets de rénovation, on essaye d'intervenir dès le programme, c'est-à-dire le programme de travaux, pour dire non, ce qu'on veut, c'est un système qui permette de faire ça, ça, ça et ça, avec un système de pilotage qui soit en cabine, là où les gens puissent agir, etc., c'est-à-dire de se projeter dans une utilisation future, et on le fait également, de définir des cahiers des charges d'achat, de prestations, c'est-à-dire à un moment, Engie, dans votre cas, il aura un marché, le marché sera renégocié, il sera réouvert, et il y a un enjeu auprès des gens qui sont concernés de se dire qu'est-ce qu'on va demander au prochain, au vu de l'expérience. Donc ça, c'est l'aspect plus long terme de la chose, mais qui découle de quoi? Qui découle que l'usager qui était plutôt à subir, hein, globalement, vous subissez les installations et la manière dont on fait fonctionner, monte en compétence et est capable de mieux acheter les services. Moi, je travaillais pour le cinéma de Bègle, où j'avais un peu suivi du coup les choses d'un cube aussi. Donc, on a un peu mis en place. On a aussi une CTA qui est sur le toit. La chance, c'est qu'elle est assez neuve. Elle date de 2013-2014. Il faut aussi monter sur le toit et la régler. On a aussi un contrat avec un prestataire qui est aussi géré par Bordeaux Métropole. Nous, c'est IDEX, qui est quand même un gros groupe de chauffagistes. Mais nous, c'est plus... Au final, bon, on la maîtrise, maintenant on la programme directement. IDEX a un contrat passé avec Bordeaux Métropole qui récompense les économies d'énergie, normalement, qui sont effectuées au titre de tous les bâtiments de la métropole. Mais c'est plus un peu, je pense, justement, ces questions sur la politique du renouvellement de l'air, parce que même si eux ont un contrat qui récompense les économies d'énergie effectuées sur tout Bordeaux Métropole, leur logique, alors à la fois il y a les questions de température, où quand la sonde qui prend la température est à hauteur du plafond dans une grande salle, si on la règle à 19 degrés, c'est un peu dur. Par contre, moi j'étais assez atterré de voir que la CTA, effectivement, il l'a laissé allumer, y compris en température de non-chauffage, où elle tournait le jour de fermeture et toutes les matinées, ou quand il n'y a personne, toute la nuit. Et où du coup j'avais l'impression que leur modèle de réflexion se basait sur température de non-chauffage, température de chauffage à 19 degrés. Pour le coup, c'était un peu short. Il valait mieux aller à 21, 21,5 vu la configuration de la salle. Et par contre, de désactiver la CTA quand il n'y avait personne. Ouais. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y a aussi des modèles qui ont l'air un peu étranges, à part y compris des chauffagistes.
Alors, ils ne sont pas étranges, ils sont aberrants. Du coup, je vous montre, puisqu'on a parlé du rocher de Palmer, je vous montre peut-être la courbe la plus emblématique de ce qu'a fait le rocher de Palmer. La courbe en blanc, c'est les appels électriques sur le mois d'août 2022. Et la courbe en rouge, c'est sur le mois d'août 2023. Donc, le rocher de Palmer fait rien en mois d'août. Là, dans ce cas, sur ce mois-là, c'est moins 60%. Et on pourrait dire c'est simple et c'est pas simple. C'est-à-dire que globalement, c'est couper les choses dont on n'a pas besoin. Ils sont là, les gros gisements. Mais vous voyez, ça, tant qu'on n'a pas regardé, qu'on a vu qu'il y a des pics un peu absurdes, voire franchement absurdes, ça, c'est à peu près 6 000 € sur le mois d'élec. Économisés, pardon, entre la blanche et la rouge. Okay. Donc, c'est pas du tout anecdotique, ces trucs-là. Effectivement, la question du renouvellement d'air, en fait, un des pièges dans lesquels on tombe assez facilement, c'est oui, mais il faut renouveler l'air pour les gens. Et c'est un des pièges du chauffage par l'air, en fait, c'est que globalement, alors d'autant plus que vous ne fonctionnez pas toujours à jauge pleine, la salle n'est pas toujours blindée. Normalement, si on voulait faire fonctionner le renouvellement d'air de manière idéale, rêvons un peu, on indexerait le débit de renouvellement au nombre de personnes. Bon, à l'ère de l'intelligence artificielle, ça paraît pas surréaliste non plus, quand même. Bon, de ce point de vue-là, effectivement, les approches sont un peu préhistoriques, mais sur le principe, ce serait ça. Mais le vrai piège, c'est qu'en fait, les quantités d'air qu'il faut brasser pour renouveler l'air, c'est-à-dire pour que les gens aient un air de qualité, et les quantités d'air qu'il faut brasser typiquement pour assurer du chauffage, il y a un facteur 10. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez votre CTA pour faire du chauffage, la question de l'air suffisant pour respirer, elle ne se pose pas, normalement. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois trop d'air, au moins 10 fois, à jauge pleine. Okay. C'est aussi un des problèmes, c'est qu'il faut brasser beaucoup d'air, donc mettre des gros moteurs avec beaucoup d'élec, etc. Et si là-dessus, vous mettez un pilotage qui est très approximatif et qui fait que en fait, les choses tournent tout le temps, alors que vous avez, je ne sais pas, 3 séances dans la journée, finalement, c'est très peu sur 24 heures. Vous avez 3 fois 2 heures, vous avez 6 heures, vous n'avez même pas 25% d'occupation. Là, il y a des gisements énormes. Et ça demande, alors, et comme d'hab, ça demande d'identifier, de dire voilà, il faut que ça passe à tel moment, il faut gérer la relance, bien entendu, à quel moment et dans quel état doivent être les locaux au moment où les gens arrivent. Et puis, il faut se dire, en fait, quand il n'y a personne, le besoin est nul. C'est arrêté, c'est pas un réduit. La notion de inoccupation brève égale moins 2 degrés, etc., elle ne sert à rien, et elle sert encore plus à rien dans les locaux comme les vôtres qui n'ont rien à voir avec une maison. On est dans des grands volumes, avec très peu d'inertie, le truc est immédiat, c'est absurde de laisser tourner des systèmes dès que les locaux sont inoccupés pendant l'équivalent de 2 heures. Si je vous le fais à la grosse, c'est vraiment ça. Donc on est vraiment dans un truc qui cumule à la fois une méconnaissance de l'usage réel, qui a une explication, c'est-à-dire que le monde de l'énergie et du bâtiment n'est pas là pour s'occuper du monde réel. Ça n'a jamais été le boulot. On le voit très bien avec les audits. Un audit thermique classique, à aucun moment, le sujet n'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans le bâtiment. On fait l'inventaire des parois, on fait des calculs, on fait des machins conventionnels. C'est bien tout l'enjeu autour du décret tertiaire. Le décret tertiaire, pour la première fois, on parle de consommation réelle. C'est la première fois qu'on a ça. Donc ça, c'est super chouette, très bien. Ça devient très problématique, et on le voit très bien, d'ailleurs ça rame, il y a une question qui a été posée là-dessus, c'est très compliqué de mettre des valeurs forfaitaires, parce que les modèles classiques des thermiciens sont complètement absurdes pour mettre des valeurs forfaitaires là-dessus. Bon. Mais toujours est-il qu'on a ce fameux décret tertiaire sur les consommations réelles, qui est plutôt une chance pour avancer dans le monde réel. Néanmoins, il faut quand même se poser la question de, à partir du moment où, quand on fait le type de travail qu'on est en train d'évoquer là et le type de résultat qu'on obtient, quand on arrive à lever les barrières, on voit qu'on a couramment moins 30, moins 40, moins 50% sur les consos réels. Ça veut dire qu'en fait, pour peu qu'on s'y penche, qu'on mette un peu le nez dedans et qu'on répare 3 moteurs et qu'on bricole un peu, en fait, on atteint déjà les objectifs du décret tertiaire. Alors quoi ? Est-ce qu'on continue à dire il faut faire des travaux systématiquement et la stratégie, c'est de rénover les cinémas en collant de l'isolant ?
C'est une vraie question qu'il faut se poser. Quel est le postulat de départ? L'ensemble de la stratégie, là on prend un peu de hauteur, l'ensemble de la stratégie énergétique dans le cadre du décret tertiaire, c'est de dire les bâtiments sont déjà à peu près au taquet en matière de qualité d'exploitation, les gisements de sobriété sont de l'ordre de 10%, donc il faut faire beaucoup de travaux. Et à côté de ça, quand on regarde le monde réel, on voit qu'en fait, non, les bâtiments sont souvent dans un état assez pitoyable, ils sont mal maintenus, ils sont mal pilotés, les gisements sont massifs. Qu'est-ce que ça nous dit sur la stratégie qu'il faut avoir au niveau du parc? Et est-ce qu'effectivement, on flèche l'ensemble d'un secteur vers une stratégie qui est celle de faire des travaux, et donc il faut mettre de l'argent, il faut mettre du temps, enfin c'est pas léger, hein. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire, mais il y a une vraie question à se poser quand même sur qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans le monde réel. Il y a d'autres questions? Excusez-moi. Et encore Sébastien de Saint-Médard. Enfin, Décidément Saint-Médard. En fait, on est en pleine réflexion, parce qu'effectivement, ce que vous évoquez, est-ce que les CTA sont adaptés sur les gros bâtiments? En fait, moi, j'ai l'impression que un bâtiment, c'est un peu comme un paquebot. Quand on a une petite salle, je pense que la réactivité, elle est beaucoup plus simple. Enfin, une petite salle, enfin, un bâtiment de 1000 mètres carrés ou moins. Enfin, en revanche, on s'est posé la question, parce qu'on a, nous aussi, des contraintes énergétique, c'est-à-dire qu'il faut, dans le plan de sobriété énergétique, il faut qu'on puisse se baisser. La seule chose dont on a constaté aussi, c'est que sur un bâtiment qui est pas du tout isolé, qui est énergivore, parce que pas du tout isolé, effectivement, on se dit que si on coupe le chauffage pendant un certain laps de temps, en fait, il faut beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de consommation pour le rechauffer, pour le remettre à une température normale, parce qu'en fait, ça fuit de partout, oui. au-delà des choses. Donc, en fait, moi, je me pose la question, parce qu'en fait, on est en train de réfléchir sur la réhabilitation de ces espaces-là. Donc, il y a vraiment des plans de priorité à mettre en place selon la vétusté des bâtiments. Je pense qu'on n'est pas les seuls, il y en a, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Non, aucun non. Mais c'est déjà, quels sont les types de chauffage adaptés qu'il faut mettre? Est-ce que l'air pulsé... parce qu'en fait, entre le moment où on a une température de la chaudière qui nous indique 23 à 24 degrés, quand on va sur la CTA sur le toit, qu'elle dit à la sortie de l'air de la CTA, pour avoir, je ne sais pas moi, 19 degrés, il faut chauffer à tant de température, et puis il y a une déperdition entre le moment où on est sur la CTA et le moment où ça tombe dans les salles, tout en sachant qu'une CTA... C'était pour revenir sur les propos de l'autre Sébastien. Une CTA ne chauffe pas qu'une salle, en fait. Elle chauffe des espaces. En plus. Donc, du coup, il y a encore ça. C'est-à-dire que c'est difficile de réguler. Mais du coup, les questions sont la priorisation par rapport au bâtiment. Est-ce que les CTA, moi, je ne suis pas un spécialiste, enfin, c'est par défaut où on s'est intéressé à la fois au niveau de la rénovation, mais est-ce que les airs pulsés sont les vraies structures de chauffage les plus adaptées au regard des demandes La réponse est non. Voilà. La réponse est d'accord. C'est sûr. Du coup, c'est vraiment qu'on puisse être accompagné à la fois sur les budgets de financement, à la fois sur les conseils autour de ça, parce que ça fait partie vraiment des enjeux hyper importants. En fait, là où c'est pas simple, j'ai utilisé tout à l'heure le terme de « on hérite de 70 ans » de quelque chose. C'est-à-dire vraiment, quand on regarde presque l'histoire du chauffage, en fait, depuis bien longtemps, il y a une bascule à un moment, disons post-Seconde Guerre mondiale, où on se dit l'enjeu, c'est pas de fabriquer du confort pour les gens, c'est de remplir des espaces avec de la chaleur. Ça, c'est une vraie bascule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis ça, je dis le problème, c'est de fabriquer des boîtes, et dans ces boîtes, je vais fabriquer des ambiances en mettant ou en enlevant de la chaleur. Et là, je n'ai pas besoin de me poser des questions aux gens. À partir du moment où je prends où je définis ce problème-là, je dis voilà, du coup, Carré des Jalles à Saint-Médard, c'est une boîte, et il faut remplir avec de la chaleur. Alors à partir de là, tout un tas de choses en découlent, puisque mon problème, c'est de remplir avec de la chaleur. Si je ne veux pas que ça coûte cher, il faut que je bouche les trous. Donc, je fais de l'isolation. Et donc, comme il faut du renouvellement d'air, je fais des centrales de traitement d'air et je fais de la récupération de chaleur. C'est-à-dire tout en découle. Tout découle du fait que j'ai posé le problème de cette manière.
la question qu'on devrait se poser à notre époque, où visiblement on se prend les conséquences de ce modèle-là, qui est en gros un modèle de j'ai les moyens de me payer beaucoup d'énergie, c'est est-ce qu'on a bien posé le problème? Est-ce que le problème est effectivement de remplir des espaces avec de la chaleur? Réponse, non. C'est bien ça la bascule. C'est de dire, les gens qui font du cinéma itinérant en plein air, ou qui font du spectacle en plein air, ils savent qu'on peut fabriquer d'une certaine manière, ajuster le confort avec d'autres outils. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pour ça que je mentionne celle du fauteuil, et que je prends cet exemple de la voiture électrique et de la voiture thermique. Dans le cas de la voiture thermique, on faisait du chauffage par l'air. Pourquoi? Pas parce que c'était intelligent, mais parce qu'il y a de la chaleur qui était générée, qui était un déchet, et qu'on pouvait utiliser. À partir du moment où on passe sur la voiture électrique, où il n'y a pas de déchets chaleur en excès, et que je dois fabriquer la chaleur, on voit bien qu'il y a une espèce de chose qui consiste à dire, mais en fait, je ne veux pas chauffer l'habitacle, je veux que les gens qui conduisent dans ce véhicule se sentent bien pendant la durée du trajet. Et à ce moment-là, je vais cibler. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est de dire, est-ce que le problème, c'est chauffer le carré des Jalles, ou est-ce que c'est fabriquer des lieux dans lesquels je puisse, l'hiver, quand il fait froid, suivre un spectacle dans de bonnes conditions, et l'été, suivre un spectacle dans de bonnes conditions, et quel est le panel complet de solutions que j'ai, certaines solutions étant bâtimentaires, et d'autres ne l'étant pas. Alors à ce moment-là, j'ai une démarche cohérente. Parce que sinon, je suis dans une impasse. À partir du moment où j'ai posé le problème que j'ai une boîte, je dois mettre de la chaleur dedans, il ne faut pas que ça coûte trop cher, c'est plié. J'ai défini le problème. Et la difficulté, c'est effectivement, vous mentionnez, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de machin, il faut un peu plus que ça, parce que, en particulier quand dans le cadre de la commande publique, nous, pourquoi est-ce qu'on fait très peu de marchés publics finalement? Parce que quand la demande est mal formulée, ou en tout cas, quand la demande est déjà définie, c'est difficile d'arriver en disant, mais en fait, moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire, dans le cadre de la commande publique. Et c'est pour ça qu'on travaille en programmation, maintenant, parce qu'on part du principe que, en particulier quand un maître d'ouvrage se dit, OK, on va essayer de réfléchir un peu différemment, on va donc écrire un programme qui pose le problème d'une manière cohérente, ce qui nous permettra de trouver des maîtres d'œuvre qui pourront réfléchir d'une certaine manière. La plupart des maîtres d'œuvre ne sont pas de mauvaise volonté. Ils répondent à ce qu'on leur demande. Alors, encore faut-il leur demander la bonne chose. Si la demande est « faites-moi une rénovation thermique du carré des Jalles », en faisant de l'isolation, en faisant des trucs et des machins, c'est ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que la question du postulat énergétique de départ, celle que j'évoquais sur le décret tertiaire, elle est très importante. À partir du moment où on se dit la manière de résoudre les problèmes énergétiques de la France, c'est de faire des travaux, j'ai défini un cadre méthodologique. Ce qu'on a évoqué là, sur cette petite expérience des cinémas, mais encore une fois, on commence à le voir ailleurs, c'est que ça vaut peut-être le coup de regarder quels sont les gisements réels, et si effectivement j'arrive sur la plupart des bâtiments à diviser par deux, avant même d'entrer dans une logique de travaux, alors qu'est-ce que ça nous dit sur la méthode générale, et sur les programmes, et sur les commandes qu'il faut passer, etc. Mais on hérite de 70 ans de pratique. Voilà. C'est pour ça qu'on considère, je l'ai dit au début, qu'on a aussi un boulot d'influenceur. On parle de culturel, on a parlé de nouveaux imaginaires. Là, on est en plein. Alors, c'est un imaginaire, je suis d'accord, l'imaginaire de la CTA, c'est un peu particulier. Mais le jour où on aura un blockbuster qui parle des centrales de traitement d'air et des gentils qui gagnent parce qu'ils ont des fauteuils chauffants, on sera pas mal, quoi. On va en parler à Denis Villeneuve. Non. Le premier imaginaire à changer, c'est celui des gens du bâtiment. Non, enfin, simplement, effectivement, la CTA, enfin, nous, ce qui nous concerne, la CTA récente est censée aussi fonctionner en fonction de renouveler l'air avec une mesure des émissions de CO2, donc elle est censée ajuster son fonctionnement au nombre de spectateurs. En tout cas, ce serait une CTA intelligente, mais il faudrait idéalement, dans ces cas-là, la déconnecter d'un système de chauffage, que ce soit
pas la source de chauffage, si je comprends bien, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Et puis la deuxième réflexion, c'est que là, on est vraiment sur un cas de figure qui nous occupe tous ici, c'est-à-dire que des salles de cinéma qui sont gérées dans des bâtiments qui appartiennent aux municipalités. Et je pense qu'il y a des expérimentations qui se font en particulier dans le privé, qui eux ont un impératif d'économie et de coût de fonctionnement qui n'est pas forcément, hélas, le nôtre. Est-ce que vous avez des modèles, des exemples de cinéma récents qui se construisent, qui ont des solutions un peu plus innovantes? Je pense évidemment en particulier au cinéma Utopia qui imagine des choses je pense, assez pertinentes. Beaucoup fait parler. Ouais. Alors peut-être sur la première partie de votre question, il y a s'il y a une chose à retenir là, c'est qu'en fait, avant même d'imaginer des gros changements, des rénovations, des choses comme ça, déjà s'atteler à faire fonctionner correctement les choses telles qu'elles sont installées, ça paye beaucoup. Il y a déjà de quoi s'occuper 6 mois, 1 an. Et ça permet de s'outiller après pour éventuellement des évolutions. Je ne crois pas avoir récemment croisé un seul bâtiment sur lesquels ça s'est passé effectivement comme ça fonctionne comme c'est censé effectivement fonctionner. J'en connais pas. Depuis 2 ans, j'en ai pas vu. Y compris quand les gens me disent oui, on est au taquet, on a vraiment. Enfin, je ne vais que chez des gens qui me disent ça m'étonnerait que vous trouviez quelque chose, on a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, pour tout un tas de raisons, il y a de la mesure de CO2 qui. Je vous donne le dernier exemple qu'on a eu, juste pour vous donner un exemple. On est donc sur des gros locaux prestigieux, région parisienne, maintenus par une grosse entreprise qui s'appelle Vinci, qui nous dit oui, c'est régulé, machin, on a un agent qui vérifie tout le temps, etc. On arrive sur le truc, au bout de 10 minutes, parce que c'est notre boulot, on voit que quelque chose fonctionne bizarrement, et ils nous disent oui, le truc est censé réguler entre une valeur basse et une valeur haute, d'accord? C'était programmé de telle manière que la valeur basse était plus haute que la valeur haute. Et on ne sait pas depuis combien de temps. Voilà. Et ça faisait des années que ça durait, peut-être. Donc, vraiment, là je ne l'ai pas mis, mais souvent je mets dans la présentation un truc genre le titre c'est « Le monde réel est affligeant ». Dire ne vous fiez à rien. C'est pour ça que la mesure réelle est importante. Donc, allez voir. Si c'est censé fonctionner d'une certaine manière, on doit être capable de le voir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les références, effectivement, le cinéma Utopia, j'y suis pas allé, je le connais pas. Moi, ce qui me fait rêver, c'est le poêle dans le hall. Ça, je trouve ça top. Parce qu'on retrouve, au moins sur le principe, quelque chose qui est de l'ordre de fabriquer une expérience pour les gens qui passent et non pas chauffer le volume, ou refroidir le volume. Donc là, pour moi, la démarche elle est intéressante. Après, je ne suis pas allé le voir, je pense que de ce que j'ai vu de la documentation, l'idée, c'est que normalement, un espace comme celui-là, pour moi, une salle de cinéma, il n'y a pas de raison de la chauffer ou de la refroidir. On devrait, quitte à faire une boîte, on sait aujourd'hui faire des boîtes qui, quand elles sont occupées 2 heures, n'ont besoin de rien. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de devoir a priori mettre du chauffage ou de la clim. Ça ne devrait pas être. Donc l'avenir, il est plutôt là. Mais ça veut dire que, là on n'a pas le temps d'approfondir trop le modèle, mais si je ne fais plus rien d'actif au niveau de la boîte, alors à des échelles inférieures, j'ai parlé des équipements, du mobilier, peut-être de la manière de préparer les gens, là il y a du boulot à faire. Et peut-être que c'est saisonnier. Peut-être que c'est pas pareil d'aller au cinéma l'hiver et l'été, d'aller au spectacle l'hiver et l'été. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a un exemple que j'aime bien citer qui est, on a l'impression que oui, il ne faut pas bousculer les gens, etc., on ne peut rien leur demander. Je crois que c'est dans les expériences-là que quelqu'un m'avait raconté l'histoire de le chauffage était en panne, ils avaient voulu fermer le cinéma, et puis finalement, les gens avaient dit, mais nous, on s'en fiche, en fait, on va s'habiller, on va venir quand même, ouvrez-nous le cinéma. Et je trouve pour ça que la 4DX est un truc passionnant, parce que la 4DX montre que c'est pas un problème que les gens payent plus cher pour être secoués et aspergés. Je trouve ce truc assez perturbant. Voilà. Je dis pas qu'il faut faire de la 4DX. Je dis que
la notion de qu'est-ce qu'on vient faire, comment on le fait et comment on amène des gens dans une situation en leur disant voilà, c'est comme ça que ça va se passer, ça peut aussi être un espace de créativité. Merci beaucoup. On va, à moins qu'il y ait une dernière question, on va clôturer ce temps. Vas-y. Moi, ce n'était pas une question, mais je trouve que enfin, la présentation que vous avez faite, on mesure le nombre de chantiers à engager. Voilà. Et en fait, ce n'est pas une évolution, c'est vraiment une révolution, parce que ce n'est pas qu'une question méthodologique, il y a presque une question idéologique quand même. Ça fait 70 ans que, voilà, ça fait probablement plus longtemps encore que les archis, on les forme à ça, que les bureaux d'études techniques, structures, fluides, etc., ils travaillent comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même... donc, c'est vraiment très bien que vous interveniez en amont sur le programme. J'imagine qu'il va y avoir un travail pédagogique assez important aussi de suivi du programme pour qu'il soit respecté. Mais voilà, c'est pas vraiment une question, hein, c'est plus une réflexion. Voilà. Oui, tout ça. Néanmoins, formulé comme ça donne l'impression que c'est une montagne, c'est énorme. Oui, effectivement, le sujet est majeur. Et de toute façon, on n'en serait pas là s'il n'y avait pas des gros sujets, de toute façon. En revanche, je trouve que ce qui est extrêmement réjouissant, et je m'attache beaucoup à ce que ce dont on parle là et ce qu'on fait dans le boulot, ça soit des trucs où on prenne du plaisir et où on s'amuse. C'est pour ça que j'utilise le terme addictif. C'est-à-dire, si la sobriété, c'est triste, on n'y arrivera jamais. Bon. Ce qui est extrêmement enthousiasmant, c'est la combinaison de deux choses. C'est que, on part de très loin. Ça veut dire quoi? Que c'est très facile de progresser massivement. Ça, c'est plutôt une chance. C'est-à-dire que dès qu'on s'y penche, on a de bonnes chances d'attraper des très gros poissons. Ça, c'est chouette. Et la deuxième chose, c'est que tout ce gros modèle depuis 70 ans, qui est effectivement, on peut dire, en partie idéologique, il est très déconnecté du monde réel. Et donc, finalement, les plus gros leviers qu'on a, ce n'est jamais que remonter les choses du monde réel. Et ça, on les a tous sous le nez. C'est-à-dire, à Saint-Médard, quand Sébastien il monte sur le toit et qu'il voit que le truc, il y a un trou comme ça dans les tuyaux de la CTA, ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire, là, j'ai du monde réel et j'ai de quoi bosser. C'est-à-dire, peut-être qu'en bouchant le trou, il gagne 25%. Et ça, quand on le fait et qu'on le systématise et qu'on le raconte et qu'on n'oublie jamais de le rappeler, etc., là, c'est puissant. Parce qu'en face, on n'a guère que du calcul, du formulaire et du rapport pour caler les chaises.